Chapitre 307, Forme d'une personne. Les gens possédaient une forme distincte. Ils se tenaient sur deux jambes, avaient deux bras et portaient une tête sur un cou posé sur les épaules. Cette apparence identifiait généralement quelqu'un comme une personne. La bipédie était un trait évolutif précieux, reconnu depuis longtemps dans l'écosystème, au même titre que la quadrupédie. La libération des mains des contraintes de la marche a permis la manifestation de la volonté, reflétant le flux complexe des pensées dans le crâne. Ce développement a ouvert une voie de communication entre l'espace intérieur et extérieur, conduisant le monde au-delà des limites de la nature vers la nouvelle suprématie de l'artifice. Bien sûr, à Avartin, la forme des gens était plus diversifiée. Même en dehors d'Avartin, compte tenu du caractère aléatoire de la génétique et des conséquences des mutations, la forme elle-même ne pouvait pas être considérée comme précieuse. Cependant, tout le monde conviendrait qu'il existait une forme que l'on pouvait appeler une personne en superposant la silhouette de chaque individu existant ou en regardant une ombre projetée par le soleil levant sur une crête de montagne. De ce point de vue, les entités qui se déverseillaient en même temps, presque comme un seul organisme, avaient la forme de personnes. Pourtant, ce n'était pas le cas. L'hégémonie pourrait inspecter de près le désordre. L'apparence de chacun est devenue claire. Premièrement, leur taille était déroutante. Le plus petit avait la taille d'un doigt, tandis que le plus grand atteignait des dizaines de mètres. Certains avaient quelque chose qui ressemblait à une tête, tandis que d'autres avaient un bec ou un museau au lieu de cou. Certains avaient des roues en bronze là où devraient se trouver les bras, et d'autres, munis de tentacules, ne pouvaient que s'agiter impuissants sur le sol. Il y avait ceux qui ne bougeaient ni en rampant ni en marchant à cause de leurs nombreux bras, et certains étaient simplement des corps ronds qui roulaient. Il y avait aussi ceux avec diverses ailes, des ailes de chauve-souris aux ailes d'oiseau, des ailes de libellule aux ailes de moustique, et même ceux avec des ailes équilibrées qui n'avaient pas la force de se déployer et devaient ramper. À cette époque, les joueurs ne comprenaient pas encore la douleur ontologique de ces êtres. Manquant de conscience d'eux-mêmes et issus du monde des démons, ils existaient dans l'espace extérieur sans établir leur existence, se déplaçant sans but, motivés uniquement par leurs désirs. Ils ne pouvaient impliquer leur souffrance qu'à ceux qui les observaient sous leur forme humaine. L'hégémonie a répondu à la remarque de Bolt, ce sont des diables. Au loin, sur un autre Sky Castle, Bolt déballa son sac à dos et commença à faire fonctionner du matériel. Bolt dit, je n'en suis pas sûr moi-même. Mais je pense avoir vu des êtres similaires dans des peintures religieuses. Peintures religieuses. Tandis qu'Hégémonia exprimait sa curiosité, Bolt désigna un démon particulièrement imposant. Il avait une tête ressemblant à un mignon oiseau chanteur et était assis sur une haute chaise dorée depuis son apparition du deuxième château céleste. Il avait saisi les entités proches avec ses mains et les avait fourrées entières dans sa bouche. Un démon entré par le bec a traversé le corps du nouveau démon en quelques secondes avant de plonger de ce qui était considéré comme une chaise, mais en réalité des toilettes. L'hégémonie ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Elle pensait que Nebbiolo ne le saurait probablement pas non plus. Bolt dit, puisque les anciens dieux ressemblent à des anges, il n'est pas étrange que ce qu'ils commandent soient des démons. Oh vraiment? Les anges sont-ils censés commander aux démons? Tu n'as jamais lu la Bible? Qui lit ça? Chitka, tu l'as lu. Chitka a exposé leur canon surchauffé pour refroidir leurs radiateurs. Instantanément, de l'essieu chauffé et des vagues de chaleur chatoyantes ont gratté l'air. Quoi? Bolt, tu sais probablement ce que je vais dire. Bolt arrêta leur travail et répondit, la religion est l'opium des masses. Tu l'as eu? On ne peut pas critiquer quelque chose sans le lire. Ah, je ne critique pas la Bible. Je critique la religion. Hégémonia a dit, quoi qu'il en soit. Vous ne l'avez pas lu. Alors qu'en est-il des anges et des démons? Sont-ils comme ceux que nous connaissons? Bolt secoua la tête. Même si c'était un geste dénué de sens pour des mortels distants de plusieurs centaines de mètres, ce n'était pas le cas pour les joueurs. Probablement pas.
Et ce n'est probablement pas non plus une coïncidence. Que veux-tu dire? Eh bien, l'interrompit Hégémonia, oubliez ça. Si ce n'est pas la réponse dont nous avons besoin pour détruire ces choses, je l'entendrai plus tard. Bolt accepta silencieusement, ayant l'impression qu'il commençait à comprendre comment interagir avec Hégémonia. Chitkari et pointa son canon sur la myriade de démons qui affluaient. C'est une vraie crise. Les démons étaient nombreux, si nombreux que ceux qui arrivaient en premier étaient écrasés à mort par ceux qui suivaient. Ils jaillissaient du château céleste comme une fontaine, et tout autant se déversaient dans l'espace. Bolt termina son travail et remit son sac à dos. Du sac à dos sortait un tuyau, et à l'extrémité du tuyau se trouvait une buse qui pulvérisait du liquide, relié à un allumeur à gaz. C'était un lance-flamme. Considérez leur nombre comme pratiquement infini. Chitka a également fermé son radiateur et tiré son canon principal. Le mélange de sang a explosé du mur de chair pratiquement solide formé par les démons accumulés, visible même de loin. Mais même cela fut momentané, alors que de nouveaux démons affluaient à nouveau dans l'espace. Hégémonia soupira, beaucoup de chiffres, mais une efficacité XP terrible. Ce ne sera pas facile. Hégémonia, venant de transformer un château céleste en ruine, s'avança, menant Kazaa. Après l'hégémonie, Salkey et les guerriers Gnoll se joignirent. L'hégémonie a observé les démons. En fin de compte, ni les démons ni leur nombre n'ont d'importance. Notre objectif est d'atteindre ce premier château céleste et de décapiter le vieux dieu qui s'y trouve. Bolt demanda, alors on a juste besoin de percer. Chitka approuva, ça ne semble pas simple non plus. Pour percer, nous devons d'abord former une ligne de front. Dans l'état actuel des choses, nous serons seulement encerclés et écrasés. Et là-haut, dans le ciel, quelqu'un écoutait la conversation des dieux. Ensuite, nous créerons la ligne de front. Salkey de la tribu Irskert a été le premier à réagir à cette voix. Salkey grogna et leva la tête, comment oses-tu parler au-dessus de l'encolère? Ça faisait longtemps, Salkey. Mais il semble que ce ne soit pas le moment pour nous de nous énerver. Moi, je serai d'accord cette fois, la craque. Salkey, les guerriers et les 3 joueurs regardèrent vers le ciel opposé. Un autre Sky Castle est apparu, mais il était complètement différent de ceux des anciens dieux. Le Starkeep était le summum de la technologie de l'Empire, enveloppé dans une science avancée et une magie noble. Le Starkeep à lui seul était plusieurs fois plus grand que le premier Sky Castle de Biefnen. Et il n'y avait pas que le Starkeep. Derrière lui suivaient 4 flottes de porte-avions, aéroportées depuis tout l'Empire. Des avions de combat d'escortés, fendant les nuages, sont apparus autour des porte-avions. Sur le pont supérieur du Starkeep, l'apôtre Lacraque se tenait un pied sur la balustrade, tenant un communicateur. Bonjour, Genius commandé, vous écoutez. Depuis la tour Itimo, Vazen Lake Corazan a répondu avec un sourire. Vazen pensait autrefois que Lacraque était une personne difficile, mais maintenant il avait abandonné cette idée. Oui, Genius commandé écoute. Dordol à côté de moi fronce les sourcils parce que tu m'appelles comme ça. De quoi parlez-vous, général? Grommela Dordol. Lacraque a ri. Quoi? Ce type est un travailleur acharné, n'est-ce pas? Le génie est une insulte pour les gens arrogants comme vous. Vazen rit encore. Lacraque est rapidement entré dans le vif du sujet. Notre équipe d'infiltration a atteint la zone cible. Et la situation est, regardez l'écran. Vazen regardait déjà le flux transmis par le Starkeep. D'étranges monstres affluaient sans cesse sur les châteaux célestes, s'approchant des 3 dieux. Vazen a dit. Très bien, grand empereur. Ça n'a pas l'air trop mal. C'est quelque chose que je dis souvent à mes guerriers. Vazen pensait que Lacraque se moquait de lui. Il y avait des moments où il fallait intervenir, même dans les pires situations. Dans de tels moments, un commandant devait mentir si nécessaire. Désolé.
Le gars qui se dégourdit les jambes ici ne devrait pas dire que la situation est la pire pour ceux qui sont sur le point de voir du sang. La craque a demandé. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? La situation est-elle si mauvaise? Vazen se demandait souvent s'il avait tort chaque fois que ses impressions en matière de tactique et de stratégie ne correspondaient pas à celles de la craque. Il avait discuté de cette question avec Dordol, Tone, Mazdari, d'autres dieux et Night Sky lui-même. Et même la réponse de Night Sky n'était pas entièrement satisfaisante pour Vazen, mais il pouvait la laisser passer. Après tout, c'est sa nature. Vazen dit à la craque. Non, c'est une situation qui vaut la peine d'être essayée. Si nous visons une bataille rapide, c'est tout à fait possible. Ah, notre genius commandé réfléchit trop. Êtes-vous tendu? Ce n'est pas seulement un pari pour un déjeuner au go. Le sort d'Avartin est en jeu? Jouez-le simplement comme un pari de déjeuner au go. Pardon? La craque a dit. Vous n'avez jamais perdu un pari sur un déjeuner au go, n'est-ce pas? Alors pensez grec comme si c'était le déjeuner qui était en jeu, et non le sort d'Avartin. Vous gagnerez comme vous le faites habituellement. L'esprit de Vazen s'éclaircit à cette simple sagesse. Pendant un instant, il eut l'impression de partager le point de vue de la craque. En effet, la situation ne paraissait plus mauvaise. Bien. Grand empereur, je vous laisse la responsabilité du commandement sur le terrain des guerriers hommes lézards et des apôtres. Je déplacerai le Starcape et la flotte avec Dordol. Bonne chance. Avant que Vazen ne puisse répondre, la communication fut coupée. Vazen se plaignit du caractère précipité de la craque, mais se mit immédiatement à vaquer à ses occupations. Cette opération fut l'une des plus bizarres de l'histoire d'Avartin. Près de 30 apôtres entraient sur un seul champ de bataille, principalement armés d'armes blanches, livrant des batailles à l'ancienne. Ils suivraient la craque, en maintenant une formation en coin à l'avant. À l'arrière, la fière technologie de l'Empire continuerait les bombardements et les bombardements. Compte tenu de la faiblesse de l'armée de l'air ennemie, les porte-avions pourraient contrôler entièrement l'espace aérien avec seulement la moitié de leurs avions de combat. L'objectif de Vazen était de creuser le noyau de l'ennemi grâce à sa puissance de feu et de faire avancer la ligne de front. La percée finale serait réalisée par les trois dieux. Tous sous leur forme de hiérophanie, selon l'évaluation de Vazen, ils possédaient des capacités offensives parmi les niveaux supérieurs des corps divins de la hiérophanie. S'il n'y en avait qu'une, les choses seraient différentes, mais les trois ensemble, c'était plus que suffisant. Et plus important encore, l'un d'eux était celui en colère. Un être qui ose rivaliser avec Night Sky. Si tout avait été parfaitement préparé comme par le passé, la situation actuelle aurait été différente, mais penser ainsi ne serait pas différent de souhaiter uniquement des batailles avantageuses. Un commandant doit trouver un moyen de gagner même dans des situations défavorables. Vazen parla dans le communicateur. Soldats, la bataille décisive commence. Astérisque astérisque astérisque, un mythe que personne n'avait jamais entendu ou imaginé, un mélange d'anciens dieux et de nouveaux, d'anciens châteaux célestes et de démons, de guerriers du passé et d'armes de pointe, a été diffusé en direct à travers Avartin. À présent, l'Empire avait une compréhension précise de toutes les situations et les informations correctes étaient relayées. Suite au discours prononcé par le président du continent occidental, Sarcho, et aux attaques des anciens dieux à travers des cristaux flottants, il y eut un ressentiment important contre les anciens dieux au sein de l'Empire. Cependant, ce ressentiment était proche de l'anxiété, car beaucoup ne savaient pas comment résister aux anciens dieux dans un monde sans leur propre dieu. Mais à mesure que les forces d'infiltration diffusées via le Starcape et que les apparitions d'apôtres renommés de diverses régions devenaient publiques, l'atmosphère a changé. Des histoires d'histoires invaincues, de victoires impossibles et d'épopées de grands héros étaient sur toutes les lèvres. Même sans leur dieu, les gens ont commencé à croire qu'ils pouvaient gagner. De plus, de nouvelles découvertes ont été annoncées par le palais et par diverses autres chaînes. Les nouveaux dieux avaient pris des dispositions avant la chute.
les forces attaquant les châteaux célestes au-dessus faisaient partie de ces arrangements. Point de plus, le Panthéon avait réussi à ressusciter les dieux qu'ils avaient vaincus. Ces dieux, mettant de côté leurs griefs passés, prirent les armes contre les anciens dieux pour protéger Avartin, où résidaient toujours leurs adeptes. Ceux qui n'avaient pas encore oublié leurs dieux s'accrochaient aux appareils de diffusion et pleuraient.